À la base, je suis médecin urgentiste. Des fois, si je ne travaille pas, je peux me faire une session de 12 heures d'écriture. On va partir là sûrement sur la traduction pour être sur le marché US. On a également fait une version audio. Nous, on a fait le choix effectivement d'engager un illustrateur. J'ai ma grand-mère qui a 93 ans, qui l'a lu, un ancien collègue, qui a fait une reconversion professionnelle et qui est devenu forgeron. L'interview tombe très bien, parce que tu as dit ton prochain roman de 28 avril, Ouais, le tome le 3. dernier tome de ta saga Bloodium. Bloodium, ouais. Qu'est-ce qu'on ressent quand on va éditer son dernier roman de sa saga? Alors, ouais, c'est assez satisfaisant de clôturer la saga, parce que en plus, c'est vraiment un tout. C'est-à-dire que dès le début, elle était pensée pour justement aller jusqu'à ce point d'orgue qui conclut vraiment la saga, et on a toutes les réponses. Après, c'était vraiment une année et demie vraiment très rush, donc assez éprouvante. Donc je suis content, mais finalement, c'est à la fin qu'on a envie tout de suite d'avoir un petit peu les retours. Et je sais maintenant que ça va prendre un petit peu de temps. Donc il y a un peu ce côté frustrant de ne pas tout de suite avoir les réponses sur vraiment ce que ça vaut. Donc je vais tout de suite me remettre dans autre chose pour justement ce que Notre saga. j'ai besoin. Ouais, ou en fait on va même, avec on en parlera peut-être après, mais avec mon associé, mon meilleur ami, qui m'aide beaucoup. On va partir là sûrement sur la traduction déjà pour être sur le marché US. Puis aussi partir, on a d'autres projets, d'autres sagas. Ouais. Je pense que ça marcherait bien aussi sur le marché US parce que ça m'a l'air quand même pas mal. Je sais pas s'il y a un background un peu de grand guillemets de geek, de joueur de jeux vidéo. Alors, oui, à la base, moi, je suis un gros geek. J'ai pas mal joué aux jeux vidéo, à des MMO, beaucoup de mangas, de la lecture, du cinéma, des séries. Et effectivement, dedans, il y a beaucoup d'inspiration qu'on ressent de tous ces univers-là. Et c'est aussi, on en parlera aussi probablement un petit peu de ce que c'est Bloodium exactement, mais il y a de la fantasy, mais il y a finalement beaucoup de SF qui se dévoilent au fur et à mesure. Et sans prétention aucune, ça peut devenir un petit peu exigeant au fur et à mesure des tomes. Autant au début, c'est très accessible et il y a un lectorat même qui n'est pas forcément habitué à lire de la SF ou de la fantasy qui peut découvrir. J'ai eu des retours à ce sujet qui ont beaucoup aimé le tome 1. Autant, j'ai pas encore eu trop les retours. Le tome 2 est pas si vieux que ça et le tome 3 n'existe pas encore concrètement. Mais C'est dommage, il n'est pas là. non, il n'y pas en a encore qu'une produit, version il y a qu'une encore version. qui existe. C'est ma femme qui vient de le finir hier soir, justement. Et du coup, ce sera assez intéressant, effectivement, d'avoir les retours sur vraiment la vision complète de la saga. Et c'est pour ça aussi qu'on veut aller sur le marché US, parce qu'on a l'impression que là-bas, il y a peut-être une communauté un peu plus sur ces thématiques-là qu'on aborde dans Bloodium. Ouais. Donc voilà. J'ai l'impression peut-être qu'on prend un peu moins d'écriture au sérieux là-bas et qu'on tolérera plus certains genres ou certaines fantaisies qu'en France. Peut-être. En fait, là, nous, on a eu un souci, c'est de définir le genre du livre. Parce que autant dans notre tête, c'était clair, on abordait plein de choses. Alors quand je dis on, c'est à chaque fois parce que mon meilleur ami, en fait, c'est moi qui ai écrit, mais il a été très moteur dans les relectures et même dans les concepts qu'on a développés ensemble. Donc, c'est pour ça que je dis souvent on. Mais du coup, je disais, ça a été difficile de définir précisément le genre parce que ça commence comme de la fantasy, mais il y a de la SF qui s'invite tout doucement. Et c'est vrai que souvent, alors je ne sais pas si c'est partout, mais en France, on a eu l'impression qu'il fallait vraiment être dans une case. Et du coup, on ne s'adresse pas forcément exclusivement à des gens qui lisent de la SF, ni à des gens qui lisent de la fantasy. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué à définir que ça. Donc les termes seraient peut-être de la techno-fantasy ou on est entre la science-fantasy, mais avec aussi... Il y a beaucoup de combats. Dans Bloodium, c'est jamais violent pour être violent, mais il y a presque un côté un petit peu shonen, des fois, dans la progression de personnages. D'ailleurs, ça s'ouvre comme un isekai. Alors, je ne sais pas si tu es familier non, je connais pas des trop mangas. L'isekai, le concept, c'est un héros qui est projeté dans un autre monde. Et donc, le tout début du speech commence comme ça. Et donc, voilà, on est à la croisée. Il y a aussi pas mal de réflexions. Et on voulait presque qu'il n'y ait pas un aspect philosophique prétentieux, mais que ça soit quand même le prétexte pour parler de choses liées à notre monde, etc. Bien sûr, c'est intéressant. On parlera un peu plus de tout ce genre de science fantasy parce que je pense que c'est un peu reconnu quand même.
peut-être outre-Atlantique. Ouais. Moi, j'en avais déjà entendu parler, en tout cas, avant. En fait, tout le monde connaît. Par exemple, Star Wars, stricto sensu, c'est de la science fantasy. Parce qu'en fait, c'est pas de la SF au sens, il y a un côté un petit peu magie dans Star Wars, avec la Force. Les sabres laser aussi. Voilà, c'est pas très... Et Dune, un petit peu aussi, par exemple. Il y a quand même un petit côté... pareil, magie dans Dune avec certains aspects. Donc, c'est pas tout à fait de la SF. Après, effectivement, la science fantasy, ça peut être plus compliqué, des fois vraiment à mi-chemin entre les deux genres. Mais voilà, moi, j'aime pas trop forcément qu'on définisse une œuvre vraiment par son genre, mais on est quand même un petit peu obligé de le faire. Ouais. Mais j'ai eu beaucoup de mal à ça, hein. Même c'est bête, hein, mais pour le référencer sur Amazon vis-à-vis des mots-clés, etc., je savais pas. On a encore du mal à se situer, à savoir comment... Bon, mon intuition, j'aurais dit de choisir celui qui traîne de plus. C'est celui qui se situe de plus haut, mais je sais pas si c'est la bonne stratégie. Ouais, alors on n'a pas encore eu, entre guillemets, suffisamment de données, je pense, malgré le fait que ça fasse un peu plus d'1 an, pour vraiment savoir. Et en plus, au-delà de ça, il y a un côté très lié au visuel, à la couverture, pour définir un genre. C'est vrai que nous, on est très très contents du résultat des couvertures qui ont été faites par un illustrateur. Mais parfois, ça peut être difficile pour le lecteur potentiel, juste à partir de la couverture, de savoir un petit peu ce qui va lire. Et c'est probablement pour ça que pour la version US, on va probablement choisir une approche un petit peu différente, peut-être plus agressive dans la couverture, pour que d'emblée le lecteur sache un petit peu à quoi il s'attend. Ouais, exactement. Non, mais moi, en tout cas, j'aime beaucoup l'univers graphique et la direction artistique. On parlera aussi du choix d'illustrateur plus tard. J'aimerais revenir un peu, on va rétropédaler un peu là. Donc déjà de on. Ouais. Donc vous êtes deux. Ouais. Le pseudonyme, le nom de Psum. C'est quoi son histoire? Donc W.H. Thorned. Alors si je révèle exactement d'où ça vient, ça donne mon identité. Oui, alors, sans forcément rentrer dans ce détail-là. Effectivement, à la base, je suis médecin urgentiste. Et dès le début, le choix a été fait que je ne voulais pas utiliser mon vrai nom pour vraiment dissocier mon travail du quotidien de ce travail créatif qui est plus qu'un loisir, hein, mais donc il était effectivement question de choisir un nom de plume. Et donc c'est mon associé qui m'a aidé un petit peu à choisir le nom, mais WH fait référence à un des personnages dans la saga. Okay. Et il sera gardé tout au long de la carrière? Ah oui, je continuerai d'écrire sous ce nom-là. Ouais. Okay. Je me permets de vous interrompre 5 secondes pour vous parler de Vitanova, le site web que j'ai développé. Vitanova est un atelier littéraire qui accompagne votre roman de la première idée jusqu'à l'édition finale. Vitanova s'occupe de tout pour vous. Relecture du roman, structuration et envoi aux maisons d'édition. Notre offre gratuite vous permet d'avoir une visualisation complète et totale sur votre projet, et l'offre premium vous permet d'aller beaucoup plus loin de la rédaction de votre histoire. Et si vous souhaitez enfin accomplir votre rêve d'être auteur et d'envoyer votre roman à des maisons d'édition ou de l'auto-éditer, testez Vitanova. Rétropédaler encore un peu plus. Donc, en fait, depuis le début, c'est quoi ton parcours et surtout c'est quoi ton lien avec le livre? Donc, médecin urgentiste et littérature, ça peut surprendre. Moi, j'y vois des liens. Ouais. On pourra en parler plus tard. Mais c'est l'histoire qui arrive à aujourd'hui. Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de créer. Alors, ça peut être concrètement je sais rien, sculpter, peindre, mais écrire, je pense, fait partie de cette envie-là que beaucoup de gens ont en eux. Moi, j'ai toujours lu, mais je suis un peu excessif quand je fais quelque chose, donc j'ai beaucoup joué à des jeux vidéo par phase, et je marche beaucoup par phase. J'ai beaucoup lu quand j'étais plus jeune, j'ai des fois arrêté même de lire pendant plus d'1 an pour y revenir, et puis lire beaucoup de romans en 1 mois, en lire plusieurs. À côté de ça, comme je te disais, j'ai eu pas mal d'inspiration dans les mangas, dans les BD, les comics, dans les inspirations des univers. J'ai fait du jeu de plateau, beaucoup de Warhammer notamment. J'ai dû lire, je pense, tout l'univers de Warhammer 40 000. Et ça m'était arrivé un petit peu d'écrire quand j'étais au lycée. Je jouais à un vieux jeu vidéo que tu connais absolument pas, qui s'appelle La 4e prophétie, qui était un des précurseurs des MMO. Okay. Et c'était beaucoup roleplay. Et ça m'arrivait d'écrire des textes un petit peu en rapport avec le jeu. J'aimais plutôt bien ça. La fanfiction un peu. Ouais, alors c'était effectivement sur l'univers un petit peu fantasy pour le coup. Mais des petites fictions, effectivement, c'était assez court, hein. Et le projet d'écriture, en fait, à la base, m'est venu plus parce que j'avais envie de raconter une histoire. Donc ça, c'était il y a 4 ou 5 ans.
J'avais un concept, donc le Blodium, en fait, qui est un minerai qui permet de forger des armes et le porteur de cette arme peut se lier à cette arme et ça décuple un petit peu ses pouvoirs. Donc ça fait presque un petit peu, dit comme ça, un petit peu manga. Et donc je revenais beaucoup à ce concept-là en le développant un petit peu plutôt dans ma tête au début. Ensuite, je prenais des notes, mais je ne savais pas comment le raconter. Et donc, je ne sais pas dessiner. Donc, c'est pour ça que l'écriture s'est vite un petit peu imposée. Donc, je me suis lancé. J'ai commencé à écrire, à structurer le récit, à faire un premier jet que j'ai fait lire à mon frère et à mon meilleur ami. Puis, j'ai dû me rendre à l'évidence et je le savais un petit peu que le niveau, c'était sympa, mais le niveau n'était pas publiable. Donc j'ai fait une pause, mais ça me restait toujours dans un coin de la tête et j'y revenais souvent. J'y pensais régulièrement. Et je me suis dit, va falloir que j'y revienne. Et entre-temps, je me suis mis à essayer de me former à l'écriture, parce qu'en fait, j'ai vite fait le constat que ça s'apprenait, en fait, c'est comme toute chose. Donc j'ai lu beaucoup de choses sur l'écriture, vu des conférences, des vidéos, etc. Donc j'ai recommencé une deuxième fois. Et j'ai réécrit entièrement, à chaque fois en retravaillant l'histoire, en recommençant vraiment du début, en gardant juste le concept et quelques éléments que j'avais pu développer. Donc deuxième jet, pareil, que j'ai refait lire. C'était mieux, mais c'était pas encore suffisant. Et même schéma, repose quasiment d'1 an, se former, apprendre à structurer une histoire, parce qu'avoir je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lisent de la fantasy et qui développent d'abord un lore. Et ça ne fait pas une histoire, en fait. On va développer éventuellement tout un monde avec des éléments cohérents. Et puis on se dit, c'est super, c'est formidable. Mais en fait, ça, c'est juste un second plan de l'histoire. L'histoire, c'est les personnages, c'est leur évolution, c'est vraiment l'émotion, c'est... avoir les enjeux et tenir en haleine le lecteur. Et donc tout ça s'apprend en fait. Donc j'invite sans prétention aucune, parce que j'ai pas encore eu beaucoup d'expérience dans le domaine, mais j'invite beaucoup de monde à essayer d'écrire, parce que c'est plutôt une bonne expérience, et à persévérer, parce que ça s'apprend, quoi. Absolument d'accord. Et tu parlais, moi j'ai vu un post de toi qui parlait de Iceberg et de Hemingway, donc qui disait que le nord, ça occupe. On le fait, mais on n'est pas obligé de l'explorer entièrement. Surtout quand on a une saga qui tient sur 3 tomes, donc au contraire, ça laisse de la place. Exactement. Il y a plein d'éléments en fait, qu'on a pu écrire dans le lore, mais qu'on n'est même pas obligé d'en parler dans les livres. Juste que le lecteur, il sente qu'il y a des choses au second plan, un petit peu plus profondes. Et je pense même que la plupart des éléments qu'on a pu développer pour son lore, en fait, il faudra se faire une raison, mais il y en aura peut-être que 20% qu'on évoquera dans la saga. Et je pense que c'est ça qui crée un petit peu la profondeur. Ouais. C'est ça, exactement, la profondeur. Super. Mais donc, création de l'univers, création du Blodium, déjà. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que ton background de médecin te permet un peu de penser à cet aspect-là science? Alors, ça n'a rien à voir. Oui, moi j'ai toujours eu une appétence assez élevée effectivement pour la science. Je me suis toujours tenu au courant un petit peu de... alors j'ai pas forcément le niveau pour tout comprendre, hein, mais en physique, sur plein de choses dont on peut avoir des progrès, essayer de comprendre un petit peu le monde qui m'entoure, ça m'a toujours passionné. Donc ça, c'est pas directement corrélé au fait d'être médecin ou pas, hein. Par contre, pour l'écriture, ça m'a un petit peu aidé dans la description des combats, la violence de ceux-ci, le réalisme, et avoir un petit côté, des fois, assez organique des choses. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu connais, par exemple, j'aime bien Peter Watts, qui écrit de la SF, c'est un Américain, et c'est assez conceptuel à lire, c'est très organique par moments. Et j'aime bien parfois avoir une approche un petit peu comme ça. Alors ça se ressent beaucoup plus dans le tome 3 qui s'y prête un petit peu plus. Mais sur certains aspects, oui, je pense qu'on écrit aussi avec notre vécu, notre expérience. Et c'est sûr que cette expérience-là peut effectivement se retranscrire un petit peu dans l'univers. Oui. Après, quand on réfléchit à science et littérature, je pense qu'on a un peu, la personne lambda un peu du mal à voir de rapport et dit que c'est plutôt antinomique. Ce que je pensais de base, après j'ai réfléchi, j'ai vu des liens. Est-ce que toi tu vois des liens un peu, pas vraiment dans l'usage de la science dans ton univers, mais dans la pratique, à la fois scientifique et littéraire? Peut-être dans la méthodologie, moi que
que j'ai dû créer pour ma façon d'écrire. Je pense qu'il y a plein de façons d'écrire différentes, de structurer. Il y a des fois un côté créatif plaisant d'aller un petit peu au fil de l'eau sans savoir exactement où on va. Ça, j'essaye de le faire un petit peu, mais en préambule, moi, je structure énormément tout. C'est-à-dire que je n'étais pas sûr de faire une l'univers de Blodium était développé pour être une trilogie, mais déjà, je voulais aller au bout du tome 1 quand j'ai commencé. Et je me disais que si j'ai plus l'énergie ensuite ou si j'ai pas des retours suffisamment bons, je m'arrêterai au tome 1. Il fallait déjà qu'il se suffise à lui-même. Oui. Donc on peut lire le 1, il y a une fin, on n'est pas obligé d'aller sur la suite, même si ça a été pensé comme ça. Et donc déjà, effectivement, d'avoir un esprit assez analytique, cartésien, ça m'a aidé à, dès le début, énormément structurer le récit. Et d'avoir ensuite des chapitres assez courts. Et je structure au sein du chapitre également. Et donc c'est là où je laisse la partie beaucoup plus créatrice, qui est justement très plaisante. C'est qu'on a beau avoir défini à l'avance, savoir où on va au sein d'un chapitre. Là, il y a un côté qui émerge un petit peu sans qu'on l'ait forcément, pour le coup, préempté, quoi. Donc ça, c'est... Ça, la liberté en plus de ne pas trop se figer, je pense. Non. De toute façon, je pense qu'à un moment, on ne peut plus. C'est-à-dire qu'on a structuré la trame, mais il y a un côté, on ne peut pas aller sans se lancer dans l'écriture brute, on ne peut pas avoir tout défini, je pense. Ouais. Je suis assez d'accord là-dessus. Je crois qu'on en parle depuis le début. Blodium en 1 minute, tu te pitches comment? Alors, on a déjà un peu compris, donc un minerai qui donne des super pouvoirs. Alors, Blodium... Si jamais tu dois le vendre. Alors, c'est un exercice difficile. Donc, Blodium, c'est un jeune homme qui, dans un monde contemporain, dans un futur proche du nôtre, il n'y a volontairement pas de date exactement donnée, mais qui, pour le coup, est étudiant en médecine et qui participe pour se faire de l'argent depuis 2 ans à un protocole expérimental en neurosciences, en fait, dont le but est de cartographier le cerveau. Et donc, il va faire un nouvel enregistrement de son cerveau. Il va participer à un nouveau protocole. Sauf que cette fois-ci, quand il s'endort, à son réveil, il n'est plus dans son monde. Il est dans le monde... il est dans les 5 vallées. Et surtout, il est dans la peau d'Agast. Donc, le jeune homme s'appelait Léo. Il se retrouve dans la peau d'Agast. Agast, qui était un jeune homme qui habitait dans les 5 vallées, un univers, un monde qui n'a rien à voir avec le sien. Et il a comme presque écrasé la conscience de ce jeune homme-là. Et donc, il se retrouve perdu avec les amis de cet Agast qui se retrouvent avec leur copain qui n'est plus leur copain. Et donc, qui, par la force des choses, l'aide un petit peu à s'intégrer dans ce monde-là, qui est un monde assez violent, qui est un monde où il n'y a plus du tout il n'y a pas du tout de technologie, tout simplement. Et donc, dès le début, Léo se demande ce qu'il fait là. Est-ce que, pour le coup, il ne serait pas dans un univers parallèle, dans une simulation, enfin, vraiment un autre univers? Il n'en a aucune idée. Et il va découvrir l'existence du Blodium. Le Blodium, dans ce monde-là, effectivement, permet à des guerriers qui manient des armes en Blodium d'avoir des capacités de combat extraordinaires. Et il va se retrouver embarqué dans une quête pour essayer à la fois de sauver les 5 vallées, mais également de comprendre pourquoi il est là. Donc on est finalement dans le tome 1, dans le récit initiatique assez classique, mais avec des gros twists qui arrivent et qui nous révèlent un petit peu ce qu'il fait là. Donc on a souvent reconnu qu'il y avait de très belles scènes de combat, et moi j'en ai entendu un extrait audio sur Instagram. Ouais. Je dois avouer qu'il m'a assez pris au trip. Ouais, donc, c'est sympa parce qu'on a pour le coup pas eu encore beaucoup de retours sur la version audio parce que ça met un petit peu de temps mais les scènes de combat, il y en a quand même pas mal dans Blodium. Comment on fait pour en écrire de belles scènes de combat? Parce que souvent les gens galèrent dessus. Moi, c'est un des aspects qui me plaît le plus. Et sans prétention, c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours sur le fait qu'elles étaient plutôt bien lisibles dans le roman. En fait, moi, j'essaie vraiment de la visualiser au préalable. Et ensuite, là, c'est peut-être le côté, tu disais tout à l'heure, je vois ça un petit peu comme de la description anatomique, mais en étant assez clair sur les différents mouvements. Donc, au début, elle va être
trop détaillé sur mon premier jet, où je vais décomposer l'action, parce que vraiment, je visualise la scène. Et je vais y mettre, quand c'est nécessaire, hein, le but, c'est pas de faire du gore à outrance, hein, mais des choses assez violentes. Et je pense que vu que je me représente assez bien ce qu'un coup, une fracture, une plaie peut donner, j'essaye de le retranscrire et après je resserre parce que tu peux pas trop non plus t'étaler sur chaque coup, chaque mouvement, chaque angle de bras, etc. Et j'essaye vraiment après de retravailler pour fluidifier, d'avoir des phrases très courtes. La construction de Bloodium en général, ça, je suis désolé, je fais une parenthèse dans le truc, mais sur les techniques d'écriture, quand on commence à écrire et qu'on n'a pas forcément développé un style, c'est de faire des phrases assez courtes. Ça permet effectivement d'être plus à l'aise. Et notamment au niveau des scènes de combat, là, j'essaye d'être encore plus bref, en fait, de choisir le bon mot, d'être vraiment et d'avoir des paragraphes très courts, des retours à la ligne assez systématiques dès qu'on passe à une action ou autre différente. Et donc, voilà, il n'y a pas de secret, je pense, et je ne prétends pas avoir la prétention de... Mais c'est la méthode que j'ai trouvée pour écrire les scènes de combat. Ouais. Ouais, c'est bien, donc en substance, quasiment beaucoup d'écrire, ensuite édaguer pour resserrer sur ce qui rend le... Ouais, je pense que, après, ça a été dit par beaucoup d'auteurs, hein, c'est que entre ton premier jet et la version finale, il ne faut pas avoir peur de ça. Au début, j'avais un petit peu peur dans les descriptions... rien d'original, hein, mais j'avais lu Tolkien et je pense pas qu'aujourd'hui on pourrait refaire lire aux gens du Tolkien. J'essaye effectivement, dès que je sens que je me suis un peu trop étalé sur les descriptions, d'aller resserrer. Et ça, c'est aussi le rôle du relecteur, en fait, d'aller un petit peu sur ce... Et d'ailleurs, dans la première partie de Bloodium qui met en place les éléments, il y a effectivement un rythme au début, parfois qui prend un petit peu plus son temps. Et ça, j'ai un petit peu resserré. Mais je voulais qu'il y ait quand même au sein du tome 1 une accélération qui se fasse et qui se traduise aussi un petit peu dans l'écriture. Je voulais que le début soit quand même immersif, quand même rythmé, hein, parce que c'est là où on accroche le lecteur. Mais il faut trouver le bon compromis entre installer l'intrigue, les personnages. Parce que si on va aussi trop vite, on n'a pas le temps de s'attacher suffisamment aux personnages. Et par contre, une fois qu'on est vraiment pris dans la quête et qu'ils sont aussi un petit peu dans l'urgence, je voulais que ça se retranscrive dans la façon d'écrire et qu'il y ait une accélération presque jusqu'au dénouement, quoi. C'est ce qui permet de mieux tenir l'attention, j'imagine. Ouais, mais c'est marrant parce que du coup, j'ai eu des lecteurs qui m'ont dit le premier tiers... j'ai préféré après, ça va plus vite. Et d'autres qui m'ont dit, après, ça va trop vite, j'aurais aimé que ça soit plus comme au début et que... C'est pour ça qu'il faut... Moi, je pense qu'il faut écrire sans prendre conscience des feedbacks parce que c'est... Ouais. Faut pas plaire à tout le monde. Non, effectivement. Ou sinon, savoir qu'on a un bon relecteur et qu'effectivement, lui, s'il dit, faut resserrer, tu le fais, quoi. Ouais, je vois. Ok, je vois. Et du coup, le tome 3 qui arrive le 28 avril. Ouais. Est-ce que je peux nous en dire plus un peu sur ce qui se passe entre... déjà, en passant par le tome 2 et... peut-être sans spoiler aussi, c'est compliqué. Difficile sans spoiler. Le tome 1, comme je disais, il y a une vraie résolution. On est finalement sur vraiment le schéma narratif de fantasy, de quête du héros. Le tome 2 suit moins ces codes-là. Et reste dans une narration de fantasy, mais il y a beaucoup plus de science-fiction qui s'invite par moment. Et le tome 3, pour le coup, sort encore plus de ces codes-là, et peut-être un petit peu plus exigeant sur certains concepts abordés. On a toujours une grosse partie fantasy, mais on a aussi quasiment la moitié du roman qui se passe, sans spoiler c'est difficile, mais dans un contexte plus, on va dire, de science-fiction un petit peu classique. Et le monde de la fantasy, le monde de la science-fiction se répondent et finalement donnent toutes les explications de ce qui s'est passé dans le 1, puis dans le 2. Voilà. Il faudra dire toute la saga pour en savoir plus. Ouais, faut le lire parce que... Il y a pas mal de concepts abordés,
mais ça se fait de façon... donc ma femme vient de finir hier le tome 3. Elle ne lit pas du tout de science-fiction. Et simplement sur l'aspect aventure et effectivement de fantasy, même sans forcément être très réceptrice au concept un petit peu de différents niveaux de lecture qu'il peut y avoir sur la SF, etc. Et là, elle m'a dit, après, elle n'est pas du tout objective, hein, mais elle sait être critique quand il faut. Elle m'a dit qu'effectivement, elle avait bien aimé. Et le tome 1, c'est marrant. J'ai ma grand-mère qui a 93 ans, qui l'a lu, qui m'a dit « Ouais, j'ai bien accroché, c'est bien. » Alors, encore une fois, elle est probablement pas objective, mais la vie des proches, c'est intéressant au début, mais en vrai, c'est parce qu'ils sont biaisés un petit peu dans leur approche. En plus, surtout c'est compliqué de dire... Ouais, surtout en plus... alors, il y a le côté, ils ne savaient pas, il y a encore quelques années, qu'un jour, j'écrirais des romans. Donc, il y a le côté un petit peu surprise de découvrir, c'est pas si mal, en fait, ce qu'il fait. Donc, il y a un biais. Il y a rarement, 10% des gens, peut-être, un biais un petit peu inverse. Ils ne vont pas avoir du tout une lecture, dans tous les cas. Personne n'a une lecture objective, je pense, quand on connaît l'auteur. Donc, moi, ce que je voulais, c'était avoir des retours critiques de gens qui ne me connaissent absolument pas, qui découvrent. Et ça, c'est précieux comme retour de gens qui te disent ça va pas, ou ça m'a vraiment plu. Et des fois, on a des retours où on s'imaginait, on n'avait pas du tout abordé l'écriture comme ça. Et eux, ils ont vu autre chose. Pour le coup, ça, c'est plutôt intéressant. Ouais. Ce que j'aime beaucoup avec l'activité d'écrire, c'est que ça va nous dépasser à un moment ou à un autre. C'est qu'on va écrire une histoire, après l'histoire va être reçue de façon totalement différente. Et il y a une subjectivité dans chaque lecteur qui va trouver une sensibilité avec certains thèmes qui sont abordés, certains concepts. On parlera des critiques qu'on obtient aussi. Est-ce qu'on change son roman après avoir reçu des critiques, avec les services presse, etc. Mais avant, juste pour rester un peu sur Blodium, donc sur des concepts, tu en parles beaucoup, ça a l'air d'être cher. À quel point est-ce que, en fait, le concept en tant que tel, donc Blodium, mais aussi tous les sous-concepts qui existent, ça représente combien, selon toi, combien de pourcentage de ton roman, plutôt? En fait, je ne vais pas dire c'est omniprésent, mais j'essaye que ce soit en filigrane. C'est-à-dire que le but, c'était pas du tout de faire quelque chose de lourd à lire et qui expose des concepts. Il y a même eu un gros travail de réécriture, justement, pour des fois, si c'était un peu trop développé et que ça alourdissait le texte, les gommer au maximum. En fait, Blodium, les chapitres, ils sont très courts. C'est vraiment, ça fait, le roman, le tome 1 fait 80 000 mots. En gros, il y a 58 chapitres. Donc, c'est des chapitres assez courts. Parfois, ils sont assez inégaux. Hein. Des fois, il y a un chapitre qui va faire juste 2 pages. Parfois, c'est 6-8 pages. Mais vraiment avoir une cadence assez élevée et de jamais avoir de phase trop longue. Donc, le concept, il y en a pas mal sur notamment la conscience, parce que le postulat, c'est ça, hein, c'est une conscience qui est transférée à la place d'une autre, quoi. Et il y a d'autres concepts de ce type qui sont abordés, mais toujours en étant vraiment bien... Enfin, j'essaye du moins, bien inséré dans le récit pour que ça soit le plus fluide possible. Et on suit quand même l'histoire, il y a une aventure, et de temps en temps, là, il y a un gros taquet où le lecteur comprend qu'en fait, il n'était pas là où il pensait être, quoi. Voilà. Ok, je vois. Donc, ces 3 tomes arrivent, finissent, sont édités. Comment est-ce qu'on communique après dessus ? Ça a été une autre découverte. C'est aussi ça, l'expérience de l'auto-édition. C'est-à-dire que depuis le début, en fait, donc je t'ai expliqué, j'ai écrit 4 fois le roman. Jusque-là, il n'était pas question de le publier. Je m'étais quand même en parallèle renseigné sur le milieu de l'édition, en me disant le jour où je suis prêt, où je suis satisfait, comment je fais en fait pour qu'il soit lu, parce que c'était comme le but, hein, c'était un moment d'être lu. Et j'ai pas mal déchanté sur ce que ma perception, hein, de ce que je croyais comprendre de l'édition classique. Et donc quand j'ai terminé ça doit être la quatrième réécriture complète de Blodium, là mon meilleur ami l'a lu et c'est la première fois, il m'a dit c'est bien. Et jusque-là, il me défonçait. Et il m'a dit, c'est vraiment bien, les concepts sont bien, je t'aide à faire la promotion. On crée une structure tous les deux. Et donc, en fait, on s'est directement orienté sur l'auto-édition.
Je m'étais aussi un petit peu renseigné le fait qu'Amazon permette de faire ça plutôt assez facilement. Donc en fait, on est allé directement produire le livre sur Amazon. Et donc là, on découvre un autre aspect, c'est comment on structure un livre, comment on l'édite. Donc un deuxième métier. Le troisième, c'était de faire une société tous les deux. Et ensuite, c'était en fait comment on fait pour le vendre sur Amazon, parce que ça ne se vend pas tout seul. Et donc là, on apprend la logique c'est un peu comme certains connaissent probablement, mais sur Google ou autre, de mots-clés en fait, où on fait des enchères sur des mots-clés pour être indexé sur ces mots-là. Donc il y a cette découverte-là aussi de la promotion. Après, il y a les réseaux sociaux. Donc on n'était pas du tout dessus. Moi, je suis un peu vieux. J'avais même pas de compte Instagram. Et donc, on a dû aussi un petit peu... donc heureusement qu'ils m'aident pour tout cet aspect-là. Quoi. Donc voilà, on apprend plein de choses. C'est mieux d'être accompagné que d'être seul sur ce genre d'entreprise. Seul, je pense que j'aurais fait le tome 1. J'aurais probablement fait la suite, mais déjà un rythme beaucoup plus... non, ça n'aurait pas du tout été la même chose. Et même en motivation, le fait d'être deux... on sait que quand il y en a un qui fait... Alors, c'est moi qui écris, j'y passe quand même beaucoup plus de temps, mais heureusement qu'il est là pour m'aider au fur et à mesure, c'est sûr. Ouais. Pourquoi pas avoir fait le choix d'édition classique, du coup ? Alors, l'édition classique, en fait, ce que je pensais en percevoir, c'était déjà que c'était très compliqué, qu'il fallait envoyer un manuscrit et qu'il y avait assez peu de chances que finalement le manuscrit remonte jusqu'en haut. En plus, il y a le délai des réponses. Et que souvent, il faut quand même peut-être connaître du monde. Ça peut aider, j'imagine, à être recommandé. Moi, je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Je ne connais personne dans ce milieu-là. Et en fait, j'avais peur de m'engager dans des démarches qui allaient me prendre beaucoup de temps pour finalement être frustré et me rendre compte au bout d'1 an ou 2 ans que ça ne menait à rien. Il y a aussi le piège de certaines maisons d'édition qui sont à compte d'auteur. Donc en fait, voilà, je me suis dit, je vais m'engager. En fait, mon but, c'était juste, j'ai envie d'être lu, quoi. J'ai déjà ma profession, donc je veux pas investir une énergie et un temps dans des choses qui m'ont l'air un petit peu compliquées. Et donc, voilà, je voulais être lu. Donc, l'auto-édition, dans un premier temps, me paraissait pas mal. Après, on verra ce que l'avenir réserve. Je ne suis pas du tout fermé. Si jamais, à un moment donné, la trilogie, là, va bientôt être finie, mais je vois que si ça peut être proposé sur une maison d'édition, je ne sais pas, en fait. Ça fait partie des questions. Je me suis dit, on verra plus tard. Là, je voulais qu'on enchaîne. En fait, il y avait aussi cet aspect-là. C'était qu'une fois qu'on a décidé, on fait la suite. Vu que, comme tu le disais, la communication, c'est compliqué, ça coûte aussi de l'argent de faire sa propre communication. Il y avait cet objectif d'aller quand même assez vite pour que la trilogie existe, pour pas entre-temps qu'on ait été oublié, que le livre se soit perdu dans les limbes, et qu'on ait quand même maintenu une visibilité. Et donc, vu que ça coûte un petit peu d'argent, il fallait le côté... Puis justement, il y a un côté deadline. On veut que la trilogie, donc on s'était... donné, c'est ce qu'on a respecté 1 an et demi pour faire ça. Donc il y a tout un investissement financier quand même qui est à prévoir sur l'auto-édition pour des personnes qui veulent éventuellement, peut-être un peu moins maintenant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui communiquent dessus, mais c'était aussi vu comme une sorte d'alternative super solide à l'édition classique, notamment aussi pour tout ce qui est perception des droits d'auteur. Donc en maison d'édition, on dit 10%, la réalité c'est davantage 6 à 8% que... Oui, alors, les chiffres que j'ai cru comprendre, c'était que, par exemple, en édition classique, l'auteur perçoit à peu près 1 euro par livre vendu. Là où, attention, il n'a pas dû faire sa maquette de livre, il n'a pas forcément fait sa couverture. Ensuite, ce n'est pas lui qui fait sa promotion. Il n'engage plus de coûts ensuite. L'auto-édition, on peut facilement toucher entre 3 et 5 euros par livre vendu. Mais par contre, on fait toute cette partie-là de correction, de relecture. Après, on peut la déléguer, mais ça coûte de l'argent. C'est même plutôt conseillé dans certains aspects de la déléguer. Les couvertures, nous, on a fait le choix, effectivement, d'engager un illustrateur parce qu'en fait, c'est une parenthèse, mais
on voulait aussi faire une version illustrée du tome 1. Donc c'est le même illustrateur, et elle va bientôt sortir d'ailleurs. Mais voilà, en fait, on perçoit plus d'argent, mais en fait, on en dépense beaucoup plus. Et juste pour exister sur les mots-clés Amazon, c'est un coût qui est quand même potentiellement assez conséquent. Donc je pense que c'est très difficile d'être rapidement rentable. Voilà. Mais il y a cet objectif quand même à terme? Si on me l'est, c'est mieux. Alors pour l'instant, en vrai, avec une trilogie existante qui commence à avoir entre guillemets un petit succès d'estime, ça peut l'être. Voilà. Par contre, si on intègre dedans les coûts de ce qui a pu être fait sur le fait d'engager un illustrateur, on a également fait une version audio du tome 1, donc on a engagé un comédien. Et donc si on intègre tous ces coûts-là, là c'est compliqué. Après nous, c'est pas forcément ce que je recommanderais, c'est parce que nous, on voulait pousser le délire au maximum. C'est-à-dire, on voulait avoir une version illustrée du tome 1, une version audio, vraiment aller jusqu'au bout du concept en grillant même des étapes sur est-ce que la logique voudrait des fois, on fait le tome 1, on attend de voir s'il y a des retours suffisants pour ensuite envisager une version illustrée. Donc voilà, nous, on voulait y aller à fond. Non, c'est un kiff. Mais en parlant de kiff, il y a aussi forger des épées. Ah ouais, t'as vu ça sur Instagram en fait... Pardon, juste je pose la question pour orienter un peu. Est-ce que ça rentre dans une stratégie de vouloir faire vivre l'univers c'est vraiment juste le plaisir? Les deux. Ça c'est... ma femme a un ancien collègue qui a fait une reconversion professionnelle et qui est devenu forgeron. Et qui propose des stages pour forger avec lui ses couteaux. Et nous, on avait fait ça avec mon meilleur ami il y a 2 ans. Donc on a un couteau de cuisine qu'on a fait nous-mêmes, qu'on a fait sur 2 jours. Et au tout début du roman, on s'est dit, mais ça serait trop bien qu'on fasse les dagues du héros avec ce forgeron-là. Et donc en plus, c'est sympa, ça nous fait faire un petit peu de communication sur les réseaux sociaux. Mais à la base, c'est vraiment, encore une fois, se faire plaisir. Donc c'est beaucoup de... Comme tout le concept Blodium. Blodium, c'est vraiment un concept qu'on a fait ensemble, on a fait notre histoire, on a réfléchi, etc. Et c'est beaucoup de travail. Je ne pensais pas du tout que j'allais m'engager pour autant de travail, mais c'est aussi du plaisir avant tout, quoi. Et c'est pour ça que notre but, c'est de pousser le truc au maximum pour le faire lire et le faire découvrir. Et voilà. J'ai envie de poser la question du temps. Je ne sais pas si c'est pertinent. Comment est-ce qu'on arrive à trouver ce temps d'écrire? C'est compliqué. J'ai la chance d'avoir une femme exceptionnelle qui est très tolérante vis-à-vis de mes activités à côté. Et j'ai un temps, en tant qu'urgentiste, qui est très décousu. C'est-à-dire que mon temps de travail, ça peut être... pour quasiment la moitié du temps de garde ou de week-end. Donc ça va m'arriver sur des repos de garde, et en plus c'est du temps en travail de 12 ou 24 heures en grosso modo. Donc j'ai du temps de repos en semaine, où des fois les enfants sont à l'école, je suis tout seul, et donc je prends surtout ce temps-là. Dès que j'ai un petit peu de temps disponible, des fois, si je travaille pas, je peux me faire une session de 12 heures d'écriture. Donc j'y ai passé, je pense même, depuis 1 an et demi, plus de temps par semaine que de temps à mon boulot, sachant que je fais à peu près 40 à 50 heures la semaine. Incroyable, c'est génial. Pour revenir sur l'illustrateur, comment est-ce qu'on fait pour trouver un illustrateur qui matche l'idée qu'on se fait de l'univers? Alors, c'est vrai que si tu n'as pas de légitimité, tu n'as rien écrit, nous, on n'avait pas forcément non plus de réseau. En fait, on a eu la chance... pour le coup, c'est du réseau un peu indirect que mon associé, qui est médecin aussi, via ses connaissances, effectivement, et quelqu'un qui a été recommandé, dont c'était le travail, qui lui aussi avait fait une reconversion professionnelle pour être illustrateur. Et donc, on l'a rencontré comme ça, et donc ça a plutôt bien matché. Et donc, là, il est en train de terminer les illustrations de la version illustrée du tome 1 qui devrait sortir dans 1 mois ou 2. Belle exclusivité. Et tu lui laisses carte blanche ou vous deux? Non, parce qu'il faut que ça corresponde. C'est nous qui avons déterminé quelles illustrations on voulait et à quelle scène ça correspond. Donc on a fait un gros travail préparatoire on veut, j'en sais rien, tel chapitre, que cette scène soit représentée de telle façon, etc. Donc pour le coup ici, on faisait comme des petits schémas ou des choses comme ça,
Et ensuite, lui nous fait un retour à partir de ses croquis, savoir si ça correspond à ce qu'on veut, et puis il ajuste, etc. On revient encore un peu sur tout ce qui est, enfin, on reste sur tout ce qui est communication. Vous avez fait un partenariat avec la chaîne YouTube Entrée en 10. Ouais. Enfin, 2 partenariats en l'occurrence, Et pour le tome 1 et le tome 2. Peut-être un troisième bientôt. Et j'imagine un troisième. Ouais. C'est quoi la stratégie derrière? Et est-ce que c'est le seul surtout? Non, on a fait un partenariat avec la chaîne Alteris. Ah, Ouais. mais est-ce que la vidéo n'est pas sortie Si, elle est sortie il y a un mois et demi, non, il y a 2 mois. C'était sur quelle vidéo? C'était Seul. Je l'ai vu. Ouais. Incroyable. Ouais, on est content. En fait, tout début, quand il était question effectivement de faire la promotion, moi je suis un gros consommateur de YouTube. Je trouve que c'est un outil incroyable. Suivant les youtubeurs qu'on suit, quand je dis j'aime par exemple les sciences, il y a des gens qui font un travail incroyable de vulgarisation. Et donc, depuis le tout début de YouTube, je suis un gros consommateur. J'ai même plus la télé, si tu veux, chez moi, les chaînes classiques. Donc, je regarde pas mal YouTube. Et je m'étais dit dès le début, ça peut être un levier de communication. Donc, j'avais contacté pas mal de youtubeurs, certains que je suis, mais il faut quand même qu'il y ait que ça matche. C'est-à-dire que je ne vais pas aller contacter un youtubeur de fitness pour vendre Blodium. Et donc, j'en avais sélectionné quelques-uns et j'ai eu la chance, je les en remercie, donc Entrée en lice. Alors, le lien peut ne pas forcément paraître évident. Entrée en lice, c'est une chaîne d'AMHE, d'arts martiaux européens historiques, médiévaux. Donc, il reconstitue, où il fait des combats, où il fait des explications de telle arme dans l'histoire, etc. Et dans Blodium, il y a quand même un côté martial qui est un peu développé. Et donc, c'est là où il pouvait y avoir un rapport. Donc, il a accepté de faire la promotion. Et donc, Alteris, pour le coup, qui a une assez grosse chaîne, lui, il fait du contenu uchronique, de fiction, où il va faire des vidéos narratives avec des illustrations pour... et donc, voilà, on a fait un partenariat avec lui. Le partenariat était bien trouvé pour Blodium, je me souviens sans l'avoir vu, je l'avais vu en entier d'ailleurs, j'avais pas skip. Alors ça, c'est le problème, c'est que en fait, même si on arrive à cibler un YouTuber dont l'univers peut correspondre, les gens derrière qui sont, je pense, prêts à acheter le taux de conversion, je pense, il peut être assez... on le savait, nous, c'est pour se faire connaître. Mais il ne faut pas se dire, super, YouTube, je vais faire un partenariat et je vais vendre 2000 exemplaires. C'est plus compliqué que ça. Mais en fait, nous, on s'était dit depuis le début, on veut tout essayer. C'est-à-dire tous les leviers à notre disposition, on va essayer et on verra ce qui marche et on va apprendre en y allant comme ça, quoi. Est-ce que les salons littéraires, ça a été envisagé comme levier ou toujours pas? Ça, c'est... grosse problématique, c'est le temps. C'est-à-dire que les salons littéraires, moi je bosse quasiment un week-end sur 2, c'est compliqué, ça serait l'étape d'après. Après, la problématique de ça, c'est que pour l'instant, nous, on n'est que sur Amazon. Et je pense que les salons littéraires, si on n'est que sur Amazon, je ne suis pas sûr que ce soit très cohérent. Je pense que c'est plus cohérent pour un auto-édité, par exemple, qui passe aussi par d'autres réseaux, qui a qui édite chez un imprimeur ou et qui a son stock de livres. Alors, même si sur Amazon on peut commander des... Pour l'instant, nous, c'est vrai que ça fait pas partie de la stratégie, mais je pense que pour se faire connaître en tant qu'auto-édité, il faut faire ça. Une de nos invitées d'il y a quelques semaines nous a dit pareil, c'était que le plus gros de ses ventes, c'était un salon. Je pense qu'être au contact des gens et leur présenter ce qu'on a fait, je pense que c'est effectivement le gros levier. Et c'est vrai que nous, moi j'aimerais bien Blodium aller le présenter dans des salons de geeks, de gens qui pourraient être très réceptifs à ce type d'univers. Je pense vraiment qu'il y en aurait. Faut le temps. Voilà, on a fait tellement de choses en 1 an et demi, donc on en a conscience depuis pas très longtemps et on va essayer de mettre ça en place, mais voilà, c'est une étape qu'on n'a pas encore faite. C'est impressionnant, beaucoup de choses en 1 an et demi. Et du coup, de ces 1 an et demi, tu retiens quoi comme canal qui a eu de meilleurs retours sur investissement en conseil pour les autres jeunes auteurs auto-édités éventuellement? En fait, Amazon, c'est-à-dire que si on est édité que sur Amazon, autant que les gens qui viennent acheter du livre sur Amazon, on a déjà passé un cap de sélection. Donc si on est bien référencé, le problème c'est que Amazon a ses algorithmes aussi, et
lui, il est gagnant aux 3 étapes. C'est-à-dire que d'une part, il prend de l'argent sur chaque livre vendu. Si en plus, il vend un livre papier, il reprend de l'argent sur l'édition papier. Et surtout, il prend de l'argent sur les mots-clés qu'on achète pour être référencé. Mais en fait, ça dépend de son objectif. Quelqu'un qui se lancerait, je ne sais pas, ça dépend de... Est-ce qu'il a une situation à côté qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut se faire plaisir et le faire lire? Donc Amazon est une bonne porte d'entrée. Mais sinon, après, s'il veut aller un petit peu plus loin, peut-être qu'il faut effectivement considérer sérieusement l'édition classique, ou sinon en auto-édition, passer peut-être par un éditeur tierce et vraiment faire la promotion en allant en salon. Je pense que c'est peut-être ça, même si j'ai pas l'expérience et le retour, mais je pense que c'est ça le vrai levier si on est en auto-édition. D'accord. Il y a aussi les services presse. Est-ce que ça aide un peu ou pas? J'ai pas eu une énorme expérience. Les services presse, j'ai fait un petit peu avec Instagram. Après, Instagram littéraire francophone, j'ai l'impression quand même sur certains segments assez spécifiques. La SF, il n'y a pas énormément, j'ai l'impression. La fantasy, il y a un peu. Donc, si on est dans le bon segment, je pense que ça peut être un très, très bon levier, Instagram. Nous, on a une expérience pour l'instant. Alors, on n'est peut-être pas encore assez fort là-dessus, mais assez... qui est intéressante. Mais je pense vraiment que c'est dépendant du type de livre. Pour Blodium, encore une fois, il y a la difficulté de comment le vendre, en fait, à quoi ça correspond. Est-ce que c'est de la SF? Est-ce que... C'est sûr que c'est pas facile. Comment est-ce qu'on arrive, comment est-ce qu'on réagit face à la mauvaise critique? Alors, quand on s'investit autant d'heures? On a eu la chance de ne pas en avoir tant que ça. Globalement, ça plaît plutôt bien. Ça, pour le coup, autant il y a une difficulté à faire rentrer les gens dedans, autant ceux qui sont rentrés, il y a eu un petit peu l'effet surprise. Et justement, on a eu beaucoup de retours de lecteurs qui ne lisaient pas forcément ça et qui nous ont dit c'est bien. Après, les mauvaises critiques... au tout début, quand on n'a pas encore eu assez de retours, c'est un petit peu difficile, mais je pense qu'il faut le prendre vraiment de façon constructive, en essayant, quand on peut, qu'on a la personne en face. Là, c'est plutôt intéressant, parce qu'on peut essayer vraiment d'aller chercher ce qui n'a pas plu. Après, si c'est écrit et que c'est explicité, structuré, ça peut être très intéressant. Après, si c'est juste quelque chose qui dit c'est nul, mais sans comprendre pourquoi, là, c'est plus compliqué. Je pense qu'il ne faut pas... à partir du moment où on s'expose un minimum, faut s'attendre, je pense, à avoir... pas forcément de la haine, mais avoir tout type de critique, quoi. Et par rapport aux critiques, plus en fait par rapport à l'écriture, donc on a compris, c'est très compliqué d'écrire un roman, de finir, il faut s'y reprendre à 4 fois, parfois plus, parfois moins, mais c'est compliqué. Et toi, tu t'es formé par rapport à l'écriture. Est-ce que tu estimes qu'il y a suffisamment d'outils aujourd'hui pour écrire? Je pense qu'il faut lire beaucoup. Je ne suis pas sûr que ça existe des gens qui écrivent sans eux-mêmes être lecteurs. Je pense qu'effectivement, c'est pas inné du tout. Je pense que autant sur l'imagination peut se travailler et se développer. Mais là, je pense qu'il peut y avoir des sensibilités individuelles plus ou moins innées, entre guillemets. Je pense que l'écriture, c'est comme tout, des gens un petit peu plus ou moins doués, mais vraiment que ça s'apprend. Que les outils, je pense que d'abord, il faut être sur les bases, comme je disais, lire. Il existe quand même pas mal de contenus d'auteurs qualifiés qui expliquent leur méthodologie. Et après, c'est en faisant. C'est-à-dire que je suis repris à plusieurs fois pour avoir quelque chose de satisfaisant. Et même en écrivant, en ayant fini le tome 2, je suis revenu sur le tome 1 parce que mon style avait un petit peu évolué entre-temps. Donc ça, c'est l'avantage d'Amazon pour quelqu'un qui commence, c'est qu'on peut revenir quand même, vu que c'est édité vraiment au fur et à mesure. On peut, alors c'est pas conseillé de tout rechanger, mais on peut quand même aller faire des ajustements et réécrire un petit peu. Et moi, ça m'est arrivé, il y a déjà eu peut-être, pas avec des grosses choses, mais 3 ou 4 rééditions du tome 1, parce que un peu perfectionniste, je voulais vraiment avoir le rendu le plus qualitatif possible. Et sans prétention, je pense qu'on est arrivé à quelque chose de vraiment professionnel sur Blodium, quoi. Non, l'ensemble de... En tout cas, j'allais le dire, c'est tout l'intérêt aussi d'auto-édition, c'est de pouvoir revenir, de modifier un peu comme... c'est comme ça qu'on apprend aussi, Puis même si, j'imagine, parfois il y a des coquilles qui se glissent, non?
Ouais, il n'y en a pas tant que ça. Moi, ça a été plutôt, effectivement, je suis revenu sur un petit peu resserrer le texte sur certains passages. J'ai dû perdre 2000 mots entre la toute première version que j'avais publiée et celle qui est là aujourd'hui, quoi. C'est quoi les projets futurs 2026, donc la traduction, mais Traduction, là, c'est en cours, en fait. C'est en cours. En fait, on est même aidé par une troisième personne sur le côté placement sur le marché US, couverture, marketing, entre guillemets, et traduction. Donc, ils nous aident pour ça. Et sinon, après, effectivement, repartir assez vite sur un autre projet. On a quelques idées... effectivement, soit sur un one-shot, soit d'emblée sur une nouvelle saga. Mais on en discute là, on a des idées. Science fantasy ou autre chose? Je pense qu'on restera, non, c'est assez peu probable. Non, le but, encore une fois, nous, c'est pas notre métier, dans le sens où on n'attend pas de vendre pour en vivre, en fait. Donc le but, c'est de se faire plaisir, c'est... d'essayer de créer un lectorat qui suive un peu ce qu'on fait. Donc il faut quand même qu'il y ait une cohérence avec même si on pourra aller, j'en sais rien, peut-être plus sur de la fantasy. On a des idées très fantasy, des idées très SF. Peut-être que ça sera un petit peu plus classable, lisible dans le style, mais non, ça sera dans la continuité quand même. Sans parler du point de vue éthique, est-ce qu'une adaptation cinématographique avec IA? Ouais, j'attends de voir quand même. Pas maintenant, parce que la technologie n'est pas... Après, là, dans un an, tu me dis, effectivement, on peut faire soi-même notre propre film qui corresponde à notre vision. On essaiera. Nous, on est ouvert. Tu vois, on est allé sur la version audio, on est allé sur la version illustrée. Après, il faut que ça soit bien. Donc, puis il faut que ça soit nous... aux commandes, entre guillemets. Enfin, qu'on décide du résultat. C'est quoi la raison principale? Donc, il y a eu l'envie d'écrire, de raconter une histoire. Il y a eu le concept d'Audium qui t'a travaillé pendant des années. Mais un autre moteur qui t'a poussé à écrire ce livre? Moi, je te disais le côté créatif. Je pense que pour être heureux, il y a des gens, ils ont besoin, à un moment donné, de créer quelque chose. Moi, j'ai toujours bien aimé... soit faire quelque chose de mes mains, soit... Et du coup, je me disais, je peux être excessif, je peux passer du temps sur des jeux vidéo comme un débile. Je l'ai beaucoup fait. Je rigole, c'est pas comme un débile, mais finalement, il n'en ressort pas à la fin quelque chose. T'as pas produit véritablement quelque chose. Je m'étais un peu mis au défi, de dire, si j'injecte le même temps dans quelque chose que j'ai dans la tête, un projet qui me plaît, et il peut en ressortir quelque chose, je me dis ça peut être assez cool. Tu vois, de me dire même, au début je m'étais dit, mais même si j'ai 20 personnes qui l'ont lu et que ça plaît, il restera. Et mes enfants qui sont encore un peu jeunes pour le lire, plus tard, peut-être qu'ils pourront le lire. Et ça, c'est assez cool. D'avoir quelque chose qui reste et qui n'est pas figé sur quelques mois, sur quelques années, et qui peut même plus tard, 15 ans plus tard, m'apporter une forme de bonheur parce que, j'en sais rien, mon fils, il me dira... j'ai lu ce que tu avais écrit, c'était vraiment cool, quoi. Ça, c'est bien. C'est super. Et peut-être un conseil que je donnerais à un jeune auteur, un jeune médecin, éventuellement, qui aimerait écrire. Un médecin qui voudrait écrire ou un médecin, j'ai envie de dire, parce que c'est ton métier. Alors déjà, tue pas les... Non. Non. C'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça qui écrivent, mais je crois savoir, par exemple... il y avait André Ruellan qui écrivait, qui était médecin aussi et qui écrivait de la science-fiction sous pseudonyme. Ça existe quand même. Mais non, je n'ai pas encore la prétention de pouvoir donner des conseils. Déjà, j'essaye de trouver ma voie dans ce nouveau milieu que je ne connais pas encore si bien que ça. D'accord. Merci beaucoup, WH Lornel. Moi, tu peux m'appeler Lornel. Lornel, pour cet entretien très enrichissant. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode.